Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live plutôt rapide sur la PMA pour toutes. Et à la suite de tout cela, la GPA. Et ça va entraîner également les DPI, DPN et l'eugénisme. On va se concentrer sur ce dossier-là. Et après, on va voir ce vers quoi on tend avec tout ceci. Donc, je vais saluer rapidement ceux qui vont arriver. Je laisse quelques petites secondes, une vingtaine de secondes aux personnes qui pourraient arriver entre-temps. Et on se retrouve d'ici 10 à 15 secondes. Bonsoir Sekel, bonsoir Virginie, bonsoir Laetitia, ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à lâcher un petit like et également à commenter tout au long de ce live pour dire aussi ce que vous pensez notamment de la PMA pour toutes, mais aussi des technologies qui vont aller avec cette procréation médicalement assistée qui de base dans les lois de bioéthique françaises depuis 1994 sont nommées AMP, assistance médicale à la procréation. On va voir que les techniques offertes pour la procréatique ne relèvent pas toujours de l'éthique. Ça va être très important. Donc tout d'abord, on va revenir un petit peu dans le passé, on va revenir dans les années 90, plus précisément en 1998. Merci à toi Laetitia. En 1998, il y a le Pax et on nous annonce que le Pax finalement ne sera pas utilisé pour emmener par la suite au mariage pour tous et le mariage pour tous amené après à la PMA pour toutes et au nom de l'égalité à légaliser la GPA, donc la gestation pour autrui. Et en fait, on va voir que c'est tout l'inverse qui a été fait. Hein. On nous a annoncé un programme contraire à ce qui allait arriver. C'est-à-dire, non, on ne va pas autoriser le mariage homosexuel. Non, après, on ne va pas autoriser la PMA pour toutes. Et enfin, non, le dernier point crucial, celui de la gestation pour autrui, qui finalement change la condition humaine pour la faire entrer dans la case des objets et donc de potentiels produits commerciaux. Le Pax, quand ça a été mis en place en 98, il faut savoir que 95% des personnes qui l'utilisaient, c'était des couples hétéros et non des couples homosexuels. Donc la demande pour des mariages homosexuels était vraiment minime. Mais les progressistes, certains gauchistes, certains mouvements comme les LGBT ont mis ça en avant et ont demandé à ce que ce soit légalisé. Donc que le mariage entre hommes ou entre femmes soit légalisé. D'accord? Donc petit à petit, ça va faire son chemin et le mariage pour tous passe dans la loi française en 2013. Donc en 2013, ça passe, c'est acté et c'est légalisé. De là, de 2013 à 2019, on a des chiffres et en fait, on se rend compte que la demande était tellement minime qu'il y a eu au total sur cette période de 6 ans seulement 52 000 mariages. Donc ça représente 104 000 personnes françaises résidant en France, qui sont mariées en France. Et à la suite de tout cela, donc on a ces mariages qui se font, on a la PMA. Donc la PMA, de base, c'est pour des personnes qui ont une maladie de la stérilité. Si, comme le disait très justement Éric Zemmour, qu'on peut apprécier ou non, mais sur en tout cas sa pensée des LGBT et plus précisément de la PMA pour toutes ou encore du mariage homosexuel, il avait tout à fait raison quand il pensait que la PMA, c'est une procréation médicalement assistée. Donc, il y a le terme médical dedans. C'est-à-dire que c'est pour pallier une maladie, pour pallier la stérilité. D'accord? La dépasser et essayer de la soigner. Donc, la stérilité, étant donné que ça ne se soigne pas, du coup, on va utiliser autre chose pour la remplacer. C'est-à-dire que cette stérilité pour un homme, par exemple, donc c'est le spermatozoïde, alors on va faire appel aux banques de sperme et pour une femme, ça va être les ovocytes et les ovules. Donc, pareil, la banque d'ovules pour qu'il y ait des donneurs. Et après, en laboratoire, s'il y a des complications, pour que ça soit fait, des bébés éprouvettes, comme ce fut le cas pour le premier bébé éprouvette en France en 1982, si je ne me trompe pas, qui était le bébé Amandine. Et après, donc les fécondations in vitro, FIV, fécondation in vitro. Donc là, la PMA s'était accordée jusqu'à présent aux couples hétérosexuels, soit ayant une maladie, parce qu'il y a des maladies qui sont transmissibles par la génétique et d'autres maladies bon, qui ne le sont pas. Mais là, c'est pour les personnes donc, qui ont une maladie qui peut se transmettre par la génétique ou qui ont affaire à la stérilité. Et ce que nous propose en fait cette ouverture au mariage pour toutes et au mariage pour toutes, excusez-moi, à la PMA pour toutes, et donc aux femmes seules, c'est de pouvoir
procréer sans avoir besoin d'un homme et d'une femme. Vous comprenez? Donc là, les 2 femmes peuvent faire appel, finalement aujourd'hui donc qui sont en couple peuvent faire appel à des donneurs de sperme ou directement à la banque de sperme pour récupérer et mettre au monde des enfants. Mais en réalité, c'est que ça va alimenter 2 commerces, voire même 3, qu'on va examiner un peu plus en détail après et de ce point-là, de cette, acceptation de la PMA pour toutes, donc on va lire rapidement le petit article. On va voir qu'en fait, le but, c'est de doubler les effectifs en France et de doubler la finance dans ce secteur. Quel est le but recherché en doublant les effectifs et en doublant les finances? C'est qu'il y ait donc plus de médecins, plus de spécialistes, plus de matériel et plus de laboratoires et etc. qui sont dans ce domaine-là et généraliser ce qui va être des DPI-DPN. Donc ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas trop ces mots-là, les DPI-DPN, c'est des dépistages préimplantatoires. Donc préimplantatoire, c'est avant que l'embryon soit inséminé dans l'utérus de la femme, d'accord? Donc avant que l'embryon soit, dans la femme, porté pour après devenir un bébé et après il y a le DPN, donc DPN, c'est dépistage prénatal et ça se fait plus tard au long de la grossesse. Ça peut aller à plus de 10-12 semaines de grossesse, pour faire ce dépistage prénatal, pour notamment voir s'il y a des maladies et cetera et s'il y a des anomalies ou des maladies, après les parents peuvent garder ou non le bébé qui est à naître, le potentiel bébé. Alors que quand c'est au stade embryonnaire, le dépistage préimplantatoire, là, en général, quand on dit qu'il y a une maladie ou autre, bah, c'est une sélection, donc c'est-à-dire qu'il va être détruit ou laissé de côté, donné à la recherche, donc alimenter aussi le service des recherches sur les embryons humains ou autrement être détruit et pour laisser place à d'autres embryons, étant donné qu'il y a des embryons qui sont dits surnuméraires. C'est-à-dire que lorsqu'une femme passe par, cette PMA, elle ne fait pas qu'un seul embryon, d'accord? Il y a plusieurs embryons qui vont être produits et plusieurs embryons vont être inséminés pour qu'il y en ait un ou 2 ou 3 qui donnent une naissance. Donc on va aller sur l'article rapidement. Bonsoir à toi, Jacques Demolay, à Marco et les chats de Palace. Donc là, on nous dit, après 2 ans de discussion au Parlement, la disposition ouvrant la PMA à toutes les femmes a finalement été adoptée le 29 juin à l'Assemblée avec le projet de la loi dit bioéthique. Donc le Parlement a définitivement adopté la mesure de projet de loi bioéthique ouvrant la possibilité aux femmes seules et aux couples lesbiens d'effectuer légalement une PMA sur le sol français. Donc 336 voix étaient pour, 115 contre et 42 abstentions. Donc on est le 11e pays européen à autoriser cette disposition, comme l'Espagne, la Belgique ou encore la Hollande. Jusqu'à présent, la procréation médicalement assistée, comme je vous disais, incluant l'insémination artificielle ou encore la fécondation in vitro, n'était accessible qu'aux couples hétérosexuels. La législation impose également la stérilité avérée d'au moins un des membres du couple ou le fait d'être porteur d'une maladie grave, comme je vous expliquais juste avant. Et en 2018, un enfant sur 30 était issu d'une PMA en France. Alors, les chiffres 1 sur 30, faut savoir qu'en 2015, c'était un enfant sur 32. Donc vous voyez, petit à petit, il y en a de plus en plus et donc notre société a affaire à une grande problématique qui s'explique très justement, par notre environnement qui est de plus en plus pollué, par tous ces, perturbateurs endocriniens, par cette eau trop fluorée, et cetera, et cetera. Je pourrais continuer, même par les ondes qui nous entourent, par notre alimentation avec les OGM et donc on a affaire à la problématique de l'infertilité et donc de plus en plus pour la procréatique, ça passe par des techniques commerciales parce que la PMA, c'est pas gratuit, on va le voir après et donc finalement on arrive au dernier point. Le point, c'était que dans le commerce, bah, il y a eu le commerce tout simplement des ressources, d'accord? Donc des arbres, des de divers métaux, heu, les ressources aussi, donc au niveau de la nourriture, d'accord, qui a été commercialisée, l'eau qui est vendue, le gaz qui est vendu, pétrole et cetera et également les terres, hein. Les terres, on peut acheter une terre soit pour être propriétaire, faire sa maison ou soit pour cultiver. Mais donc tout avait été commercé, il restait un dernier point, c'est justement l'humain. L'humain, aujourd'hui, ce n'est pas possible de le vendre, hein. C'est-à-dire qu'il y a des marchés au noir qui se font, mais légalement, c'est interdit de vendre un humain. Après, on me dira peut-être, qu'on pourrait dire que ça a déjà existé par rapport, à l'esclavage et oui, je l'accorde. Alors je vais continuer, hop. Donc là, on nous dit après, que le critère d'infertilité médicale est désormais supprimé. Toutes les femmes peuvent désormais bénéficier de ces techniques médicales avec une prise en charge à 100 par l'assurance maladie
sur la base de 4 tentatives de fécondation in vitro et 6 tentatives d'insémination artificielle. Une mesure possible jusqu'à son 43e anniversaire. Imaginez le coût de tout ça pour la société. Et plus grave encore, on est dans une société qui est largement chrétienne et musulmane, d'accord? En France. Et en tant que chrétiens, nous n'acceptons pas ça. Mais notre argent, étant donné que notre argent va à l'État, va financer ce genre de procédure. Donc, on se trouve complice, coupable de ce qui se passe. D'accord? Même si on n'accepte pas, même si on est contre, nos finances vont à l'État, à l'assurance maladie, et cette assurance maladie va rembourser la PMA pour toutes, y compris pour les couples de lesbiennes. On n'est pas sorti de l'auberge, tout à fait, Laetitia. Bonsoir à toi, Aki. Ah, ou Harry. Donc, je vais continuer. Donc là, après, on va parler des filiations, mais on reviendra sur ça après. Donc là, le coût de la PMA par rapport au centre de procréation médicalement assistée de la polyclinique de Franche-Comté, là, on peut voir qu'il y a différentes possibilités, d'accord? Donc des FIV avec anesthésie générale, des ICSI avec anesthésie générale, donc c'est encore différent. Transfert d'embryons frais, transfert d'embryons congelés. Donc vous voyez aussi différents types d'embryons, donc les frais, les congelés, sachant qu'on sait qu'avec les embryons frais, il y a le plus de possibilités à ce que ça donne une naissance. Ça, on le reverra plus tard par rapport même au livre que je rédige actuellement. Donc là, on voit le transfert intra-utérin d'embryons. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça coûte 52 euros. Et le forfait hospitalisation pour transfert embryonnaire en ambulatoire, ça coûte 60 euros. Donc déjà, on n'est pas sur des montants extravagants, mais il faut savoir que ça ne fonctionne pas forcément dès la première fois et qu'il y a beaucoup d'échecs. On me dit qu'il faut à peu près 18 embryons pour mettre au monde un enfant. Donc je vous laisse imaginer 18 fois cette opération. Bon, après, en général, ils en mettent 2 ou 3 des embryons lorsqu'il y a des transferts, mais vous imaginez les frais que la société va payer pour ça. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, même on va sur Twitter, donc beaucoup se sont réjouis que oui, la PMA enfin ouverte à tous, et à toutes plus précisément, et ils attendent une autre évolution selon eux. Ils attendent que, en fait, il y ait pas seulement la PMA pour toutes, mais qu'il y ait aussi les personnes trans qui puissent donner naissance. Donc les personnes trans, eux, dans ce qu'ils voient, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont devenues des hommes et qui ont peut-être fait l'opération et donc qui sont fait retirer leur utérus. Et il faut savoir qu'il y a des nouvelles techniques qui existent depuis maintenant quelques années, qui sont les utérus amovibles. Donc en fait, aujourd'hui, la greffe d'utérus est possible pour une courte période, d'accord? C'est-à-dire que ça ne pourra pas durer à vie, étant donné qu'il faut prendre des médicaments, parce que c'est quand même un transfert d'un organe. Et là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a déjà des bébés qui sont nés de ces transferts, de ces greffes d'utérus. Donc ils appellent ça les UA, utérus amovibles. Et ces utérus-là, ils veulent que même des hommes, donc c'est-à-dire que des hommes qui sont trans, cette fois-ci qui deviennent des femmes, aient la possibilité de mettre au monde un enfant. Et les médecins travaillant sur ces techniques-là confirment que par la suite, il sera possible de faire des tests pour voir si oui ou non ça fonctionne. Alors, le seul point sur lequel ils réfléchissent, c'est que le bébé, logiquement, devrait sortir par césarienne. Dans ces cas-là, il ne sortirait pas, entre guillemets, normalement de l'organe géniteur, il sortirait par césarienne. Donc il y aurait une opération plus l'opération de l'utérus qui est transmis. Et en fait, petit à petit, on va vers le monde d'Aldo Succès, on va vers l'ectogenèse, c'est-à-dire sortir la procréation déjà du couple homme-femme, sortir la procréation de l'acte sexuel qu'il fallait faire avant. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus besoin de ça. Et d'ailleurs, c'est même un point aussi au niveau des chrétiens catholiques qui pose un autre problème, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'ils se mettaient à défier Dieu, d'accord? C'est-à-dire que nous, dans notre religion, Jésus, il naît sans acte sexuel. Et là, ces enfants, ces bébés à naître, pareil, sans acte sexuel. Tout est fait en laboratoire. Bon, à l'ancienne, c'était pas en laboratoire, c'était par le miracle de Dieu. Voilà, c'est pour ceux qui sont croyants. Après ça, c'est pas imposé, mais c'est une réflexion qui est importante quand même. Et
Donc là, je vais vous lire rapidement le petit extrait de là. Donc, une vingtaine de bébés miracles dans le monde, hein. Ils les appellent carrément bébés miracles. Vous imaginez les mots qu'ils mettent après cette novlangue utilisée? Si cette opération est remarquable à bien des égards, elle n'est pas inédite. En 2014, les Suédois, donc là, c'est par rapport à ce qui s'est passé en France, hein. Il faut savoir que en France, il y a déjà eu la première greffe d'utérus qui a eu lieu le 18 février 2021. Enfin, du moins l'article est publié 18 février 2021, donc ça a eu lieu en février 2021. Après, il faudra regarder exactement les dates, on va voir ça après. Là, donc voilà, en 2020, grâce à une fécondation in vitro, elle est tombée enceinte pour enfin donner naissance à sa fille. Donc de 2020, après, vous comptez 9 mois, hein, pour le temps que le bébé se développe. Donc 2021, ce premier bébé né en France. Donc là, c'est une femme, par contre, hein, ce n'est pas une trans, mais quand même, on voit déjà vers quoi on se dirige. Et là, donc, les Suédois étaient les premiers à réaliser l'exploit, donc en 2014. Les Américains, les Indiens et les Brésiliens ont suivi. Ce bébé miracle, né à Suresnes, rejoint donc la vingtaine d'enfants à travers le monde nés de cette prouesse médicale. La greffe d'utérus peut concerner aussi bien les femmes nées sans cet organe, non, excusez-moi, aussi bien les femmes nées sans cet organe que celles auxquelles il a été retiré. Certaines formes de cancer peuvent en effet imposer une ablation de l'utérus. Combinée avec un traitement immunosuppresseur, elle peut permettre d'envisager une grossesse. À l'heure actuelle, les spécialistes estiment que rien ne s'oppose à ce qu'une femme ayant reçu une greffe ait plusieurs enfants. Mais ce type de greffe est encore provisoire, notamment à cause du traitement anti-rejet. La technique en est à ses prémices, mais elle donne malgré tout beaucoup d'espoir. Ça, c'est de l'espoir pour eux et pour leur monde de demain. Bonsoir N. J'ai l'impression que ceux qui défendent la PMA sur l'internet sont des trolls tellement que cette loi est indéfendable. En vrai, elle ne peut pas être défendue, mais beaucoup sont dans cette optique-là de liberté. Beaucoup sont. On va faire le petit tour d'ailleurs de Twitter. Donc là, on voit par exemple, bon, après des politiques qui s'en réjouissent, mais beaucoup de personnes qui étaient pour ça et qui vont même plus loin, c'est-à-dire que pour eux, c'est une sorte de combat pour une égalité, hein. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui s'engagent pour l'environnement, qui s'engagent pour la défense des animaux, etc. On a tous besoin, en vrai, d'avoir notre cause à défendre, comme nous, aujourd'hui, on s'oppose au nouvel ordre mondial et à toutes ces dérives et à toute propagande qui peut avoir lieu. Et bah, eux, c'est leur combat. Leur combat, c'est ça, malheureusement. Et donc ils vont plus loin, c'est comme, le disait très justement, l celle qui gère, la manif pour tous, donc qui est contre ça, qui expliquait qu'au nom de l'égalité, ils auront peut-être, devant, la cour, européenne, des droits de l'homme pour dire qu'au nom de l'égalité, bah, les hommes aussi ont le droit de soit tomber enceinte, soit de pratiquer, tout simplement, la GPA, du moins de faire pratiquer la GPA et donc d'user de cette méthode, de cette technique qui, relève ni plus ni moins que de la PMA, en fait, plus précisément de la fécondation in vitro. On va revenir sur ça, on va pas trop se mélanger, mais d'abord on va revenir sur la PMA en tant que telle. Donc la PMA, il y a la possibilité de congeler les embryons surnuméraires, donc c'est-à-dire les embryons qui, restent en trop pour plus tard mettre au monde un enfant ou les donner à la science, d'accord? Pour qu'il y ait des recherches qui soient faites sur les embryons. Fut un temps, c'était interdit. Depuis 2005, il y a eu plusieurs, possibilités et en fait, ce vers quoi on tend, c'est la stérilisation imposée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est contraceptif et cetera, bah, déjà ça peut créer, comme on l'a vu, des thromboses chez les femmes, ça peut poser, d'autres problématiques, ça peut, aussi, ne pas être sûr à 100 et donc ils proposeront par la suite de congeler nos gamètes, femelles, mâles, les laisser dans les banques, donc payer un service, hein, au long de notre vie jusqu'à ce qu'on veuille utiliser nos gamètes et se stériliser. Ce qui coûtera moins cher, à la société. Hop. Et donc de ça, après, ils vont faire des DPI-DPN, donc des dépistages en tout genre, qui vont être de plus en plus poussés à chaque fois. Donc au début, on cherche une maladie grave, une maladie, qui ne peut se soigner et puis après on va descendre aux maladies classiques et puis on va descendre aux suggestions de possibilités d'handicap ou de ce genre de choses.
Et sur la GPA, donc, par exemple en Hongrie, donc on va revenir également sur, ce lobby LGBT. En Hongrie, ils se sont opposés au lobby LGBT et ils ont directement été insultés. Pourtant, ce qu'ils recherchaient, c'était interdire la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Et n'importe qui avec qui vous allez discuter n'aura aucun argument pour défendre ces interventions dans les collèges et dans les écoles primaires. Donc le meilleur des mondes à la Aldous Huxley verra bientôt le jour, avec différentes castes. Les castes, qui seront supérieures et les autres qui seront inférieures. On tend vers l'eugénisme. Sélectionner, si possible par la suite, les gènes de l'enfant, qu'il, développe, de meilleures capacités cognitives ou de meilleures capacités physiques. Est-ce acceptable ou est-ce que ça pose un problème? En fait, on entre dans la commercialisation de l'humain, dans sa légalisation plus précisément. Donc je vous lis un petit peu. C'était un petit live très rapide. Bonsoir à toi, Costina. Bonsoir Seb, 9 mm aussi. Donc on devient esclave de ça. Alors très prochainement, là, je vais réintervenir pour, présenter le livre que je rédige et que je rassemble, qui parle aussi de ces sujets-là, qui parle de cette dérive. Notamment, tout à l'heure, on parlait également des femmes avec, cette loi de la PMA pour toutes, qui va permettre de procréer toute seule. Et en fait, la technologie permet aujourd'hui notamment de créer du spermatozoïde artificiellement à partir de cellules de peau ou même à partir d'autres cellules du corps de la femme. Et donc, la femme, grâce à cette technologie, pourra être à la fois la mère et le père. Est-ce que vous imaginez vers quoi on va? Merci Laetitia, c'est gentil. Bah, ça sera avec, Loup Divergent en plus. Donc on reverra après pour se mettre une date, mais ça sera une, présentation de l'ouvrage que j'ai déjà lu un peu, que j'ai modifié entre-temps. Il y a encore beaucoup de modifications. Il fait à peu près maintenant 360 pages, hein, donc ça augmente de jour en jour. Voilà, il y a un travail de recherche qui aboutira certainement à une conscientisation de beaucoup de personnes. De procréer en choisissant le résultat à l'avance, c'est ça aussi. C'est et en fait, l'ectogenèse, c'est, donc en dehors bah, alors attendez, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est rapidement voir si ils ont ça. Alors, genèse. Donc l'ectogenèse, hop, on va aller dessus. Donc c'est comme je vous disais, la procréation en dehors, du corps de la femme, en dehors du corps est donc inventée par le généticien, JBS Haldane et repris après par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, qu'il a rédigé en 1932, du moins qu'il a publié en 1932, rédigé un peu avant. Et donc après, eux, ils vont nous expliquer, qu'il y en a certains alors oui, voilà, en 2016, des biologistes de l'université de Cambridge annoncent être parvenus à cultiver des embryons humains jusqu'à un stade jamais atteint de 13 jours. Alors normalement, dans certains pays, c'est 12 jours maximum. Et je reviens donc, rapidement à la GPA. Alors attendez, on va faire ça. GPA, gestation pour autrui, on va aller là. Alors la GPA, donc il y a un livre de Sylviane Agacinski qui est pas mal, hein, qui en parle bien et alors il y a 2 types de GPA, que je retrouve ça. Et en fait, la GPA utilise tout simplement les techniques de la PMA. C'est-à-dire que la GPA, c'est ni plus ni moins que la continuité de la PMA. Ça utilise, la fécondation in vitro, ça utilise, bon, les dépistages préimplantatoires prénatal, ça peut utiliser, les transferts d'embryons, la technique FIVET du coup.
Attendez, je vous lis rapidement. Rovden, on va vers des enfants qui seront à l'ouest dans leur tête. Pas forcément, qui seront, programmés. À bientôt, Laetitia. Merci d'être, passée. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Oui, allez, rêve, imagine, on te demande pas de croire, mais enfin, j'ai pas compris vos messages entre vous. Il faut savoir que la PMA aussi était beaucoup pratiquée, la GPA était beaucoup pratiquée, par, les Indiens avec des étrangers qui venaient chez eux et tellement qu'il y avait de demandes et que c'était un scandale au niveau de l'exploitation des femmes, ils ont, après, le gouvernement indien interdit que la GPA soit, autorisée pour les étrangers, pour les couples étrangers et et dans certains endroits, alors je sais plus si c'est en Inde, il me semble que c'est en Inde, ils enfermaient carrément, les femmes, donc les mères porteuses dans des bâtiments spécialement créés pour, la procréation et donc pendant 9 mois, elles étaient enfermées et avec les montres connectées, ils vont aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment vérifier, ce que les femmes consomment et cetera et quand on nous dit que la PMA n'alimente pas, tout un réseau, alors hop, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça 2 petites secondes. Mmh, mmh, mmh. Voilà, il y en a carrément qui proposent d'acheter des embryons. Acheter un embryon, c'est possible, donc ça, c'était en 2010. Je vous laisse imaginer entre-temps le marché, comment il s'est répandu et on a des sites internet aussi qui proposent aux femmes de vendre leurs ovocytes et aux hommes de vendre leurs spermatozoïdes selon une certaine qualité, c'est-à-dire, couleur des yeux, couleur de la peau, quotient intellectuel, travail, heu, économie et cetera. Bonsoir à toi, Nicole, Racha. Bonsoir Luc. Donc là, c'était vraiment une toute petite présentation. On reviendra sur ce sujet que je travaillerai un peu plus. Ça une petite demi-heure de live, c'était appréciable. Je vous laisse pour ceux qui viennent d'arriver écouter le replay, donc c'est sur, la PMA. C'est très rapide, on fait le tour, du PACS au mariage, à la PMA jusqu'à la GPA et à cet eugénisme qui se met en place et on rentrera un peu plus en détail un autre soir. Je vous remercie d'avoir été présent et on se retrouve très prochainement. Bye, Stéphanotics Evolution.